Bonjour, je vais donner les solutions de deux exercices, exercices 4 et 5, qui font partie d'une série d'exercices que j'ai énoncés il y a quelques jours sur le thème des applications du théorème d'Aharonov. La dernière fois, j'ai donné la solution de l'exercice 3 que vous voyez sur l'écran, de cette même série d'exercices, et nous avons obtenu une conséquence très importante. Alors c'est ce que vous voyez ici, cette conséquence, cette propriété-là, nous l'avons trouvée et que nous allons utiliser aujourd'hui dans l'exercice 4 et par suite, nous aurons aussi l'exercice 5 aussi, nous aurons une application du théorème d'Aharonov. Pour rappel, le théorème d'Aharonov, que j'ai déjà rappelé dans la séance précédente, c'est ce que vous voyez ici. Un théorème, prolongement des formes linéaires. Alors ici, c'est la version brute, si vous voulez, la version qui n'utilise pas de topologie, juste des propriétés, disons, algébriques, avec les semi-normes, etc. Voilà le théorème. Si vous voulez plus de détails sur ce thème, regardez la vidéo numéro 2 de cette chaîne, où vous voyez en détail le théorème et toutes ses applications. Nous allons revenir là-dessus, Inch'Allah, prochainement. Alors, de ce théorème initial, nous avons cette application, ce corollaire, qui est, je dois dire, le corollaire principal du théorème d'Aharonov, et lui-même, on peut l'appeler théorème d'Aharonov, qui consiste à prolonger les formes linéaires définies sur un sous-espace vectoriel, forme linéaire continue ici, sur un sous-espace F d'un espace vectoriel E, elle se prolonge en une forme linéaire sur tout l'espace E et garde la même norme. Alors, il y a aussi un corollaire très important du théorème d'Aharonov que nous avons vu dans cette vidéo numéro 2 dont je vous parlais, la notion de E sépare les points. Si vous avez un espace vectoriel, évidemment non réduit à 0, sinon c'est trivial, E' sépare les points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez deux vecteurs x et y dans E qui sont différents, alors on peut trouver une forme linéaire sur E qui les sépare. Ça veut dire g de x différent de g de y. Alors si on veut prendre cette propriété dans sa forme contraposée, ça veut dire que si g de x égale jy pour toutes les formes linéaires sur E, alors forcément x égale à y. Ou ce qui veut dire aussi la même chose, et c'est ça la propriété que l'on utilise souvent, si pour un point x, sa valeur pour toutes les formes linéaires sur E vaut 0, alors forcément ce point x est nul. Et on a même l'équivalence ici, parce que si x égale 0, vous avez g de x égale 0 pour toute forme linéaire. Donc là, nous avons cette implication importante, et on a aussi l'équivalence. Nous allons utiliser ce corollaire dans l'exercice 5. Alors à présent, nous allons voir l'exercice 4 et donner sa solution. Alors dans cet exercice numéro 4, on introduit cette notion d'annulateur de M. X est un espace vectoriel normé, M un sous-espace vectoriel de X. On note annulateur de M. Alors ça, c'est un petit peu, si vous voulez, l'équivalent de l'orthogonale pour les espaces de Hilbert. Mais dans les espaces de Hilbert, il y a un produit scalaire. Ici, on définit cette notion. D'ailleurs, elle est notée, la notation dans certains écrits, c'est M avec le signe orthogonal. Moi, je préfère le noter comme ça, avec ce petit rond ici, en puissance, si vous voulez. Alors, l'annulateur de M, ce n'est pas un sous-ensemble de X, mais c'est un sous-ensemble du dual de X. C'est l'ensemble des formes linéaires qui sont nulles au point
qui sont nuls pour tout élément de M. L'annulateur de M. Comme son nom l'indique, je crois qu'on comprend ce que ça veut dire, les F qui s'annulent sur M, les formes linéaires qui s'annulent sur M. Première question, montrer que l'annulateur est un sous-espace vectoriel fermé du dual. En analyse fonctionnelle, lorsqu'on nous demande de montrer qu'un sous-ensemble est un sous-espace vectoriel fermé, évidemment, il faut essayer de donner une solution fonctionnelle et non pas une fonction algébrique. C'est-à-dire, on ne va pas s'amuser à montrer que la loi plus est stable, etc., et multiplication par un scalaire, etc., etc. Mais ce qu'on doit faire, c'est trouver que ce M, cet annulateur, est soit le noyau d'une forme linéaire, d'une application linéaire, ou l'intersection de noyaux de forme linéaire ou d'application linéaire. Et si elles sont continues, on a la fermeture. Enfin, on a qu'il est fermé. Et sous-espace vectoriel vient de la linéarité. Bon, c'est ce que nous allons faire maintenant. Voilà, donc on va répondre à cette question. L'annulateur, M rond, ici, est un sous-espace vectoriel du dual. Alors, je reviens ici à cette introduction que j'ai utilisée plusieurs fois pour parler de réflexivité, mais ici, j'ai besoin de ces fonctions pour donner une définition de cet annulateur. Alors, si je prends un élément X quelconque, je peux définir cette application que je note G indice X, hein, du dual vers C, qui a une forme linéaire associe la valeur de cette forme linéaire au point X. Alors, ceci est bien linéaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. F plus G de X, c'est F de X plus G de X, c'est la propriété des applications. Lambda F de X, c'est lambda fois F de X. C'est la définition de multiplication par un scalaire. Alors, cette application, elle est linéaire. En plus, elle est continue. Pourquoi? Parce qu'elle va vers C. Donc, le module de l'image dans C, qui est module de F de X, puisque F est un élément du dual, alors il est inférieur à la norme de F fois la norme de X. Ça, c'est pour les formes linéaires, parce qu'elles sont continues, formes linéaires continues. Alors, du coup, on voit que l'image de G de X est inférieure à. Alors, ce qui joue le rôle de constante, ici, c'est X. Et une constante fois la norme de l'élément de départ, qui est F. Donc, on a bien Gx est continue, parce qu'elle est linéaire. Ceci suffit pour montrer qu'elle est continue. Et sa norme, la norme de Gx, est inférieure à la norme de X. Alors, si vous regardez les vidéos que j'ai fait sur la réflexivité, vous allez voir que j'ai démontré que norme de X vaut exactement, que norme de cette application G de X vaut exactement norme de X. Mais ici, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin que G de X est une forme linéaire continue et ce que nous avons obtenu. Pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que cela veut dire, entraîne que ker de Gx, c'est le noyau de Gx, est un sous-espace vectoriel fermé du dual. Ce que je disais tout à l'heure, utiliser des formes linéaires, des applications linéaires pour arriver. Alors, pourquoi c'est un sous-espace vectoriel? Ça vient de l'algèbre, parce que nous avons une application linéaire. Le noyau est un sous-espace vectoriel. Et c'est fermé, ça vient de la topologie, parce que cette forme linéaire est continue, et donc le noyau d'une application linéaire continue est fermé. Donc voilà, j'explique ici, c'est le noyau d'une forme linéaire continue. La linéarité montre que le noyau est un sous-espace vectoriel, la continuité montre que le noyau est un fermé. Bien, alors maintenant, revenons à cet annulateur. Sa définition initiale, c'est ça. Mais ça veut dire, c'est le F pour lequel f de x, c'est gx de g de x de f égale 0, quel que soit x. Donc, autrement dit, ça, c'est le noyau. Cet annulateur, c'est le noyau. Hein, les f qui s'annulent pour gx, c'est le noyau. Mais pour tout x, c'est l'intersection
des caractères Gx, x appartenant à M. Et on vient de démontrer que le caractère Gx est un fermé sous-espace vectoriel. Et vous savez, que ce soit en algèbre ou en topologie, une intersection, quelle qu'elle soit, de sous-espace vectoriel et sous-espace vectoriel, et une intersection, quelle qu'elle soit, de fermé est un fermé. Et donc, ce M rond cet annulateur est un sous-espace vectoriel fermé de X, puisque c'est une intersection de sous-espaces vectoriels fermés. Cela termine notre première question. Ensuite, montrer que l'adhérence de M est égale à l'intersection des noyaux de F lorsque F parcourt l'annulateur. Pour revenir à la définition de l'annulateur, je peux déduire cette propriété. Ça vient de la définition. Qu'est-ce qu'elle dit? Si F est un élément dans le dual, alors F appartient à l'annulateur de M, équivaut à M inclus dans le noyau, équivaut à M bar inclus dans le noyau de F. Alors pour cette première équivalence, d'abord montons cette première équivalence. Si M est dans le noyau d'une forme linéaire continue, parce que c'est un élément du dual, donc R de F est fermé. Lorsque M est inclus dans un fermé, ça a une adhérence aussi. Donc on a l'implication dans ce sens. Dans ce sens. Et pour l'implication réciproque, c'est évident. Si M bar est inclus dans R de F, M bar contient M, donc M aussi inclus dans R de F. Bon, cette équivalence, nous venons de voir comment. Venons-en à la première équivalence. Ça, c'est la définition. Parce que si F est dans le dual, si F est dans l'annulateur, ça veut dire qu'il s'annule pour tout X, elle est nulle pour tout X dans M. Donc, M est inclus dans R de F. Et réciproquement, c'est la même chose. Si F s'annule, si M est inclus dans R de F, ça veut dire que F s'annule sur tous les éléments de M. Et donc, ça, c'est la définition même. On a cette équivalence. Alors, on aura besoin de ceci, comme vous allez voir tout à l'heure. Mais tout de suite, on voit que cette propriété, si F est dans l'annulateur, M bar est inclus dans R de F. Et par conséquent, M bar est inclus dans l'intersection de R de F lorsque F parcourt l'annulateur. Si c'est vrai pour un élément, c'est vrai pour tous les éléments. Donc M bar est inclus dans l'intersection du R de F. Et on a donc démontré la première inclusion de cette égalité que l'on veut démontrer. Rappelez-vous, voilà ce qu'on veut démontrer, ça. Donc on vient de montrer ceci, juste en traduisant la définition par une inclusion entre M et R de F. Donc on a montré la première inclusion. Alors pour la deuxième inclusion. C'est là où nous allons utiliser le théorème d'Aharonach, que nous avons, l'application du théorème d'Aharonach que nous avons démontré dans l'exercice 3. À savoir, si un élément n'est pas dans l'adhérence de M bar, je peux trouver une forme linéaire qui vaut quoi? Qu'est-ce que nous avons trouvé dans l'exercice 3? Qui vaut la distance de A à M. Or, la distance de A à M est non nulle, elle est strictement positive parce que A n'appartient pas à l'adhérence, c'est bien de la topologie. A n'appartient pas à M bar, donc la distance de A à M est différente de 0. En tout cas, nous avons trouvé ceci. Alors, si je veux vous rappeler ça, je peux revenir en arrière. Voilà, si x0, ici c'est x0 là dans le nouveau texte, je l'appelle A. Donc si x0 n'appartient pas à l'adhérence, je peux trouver une forme linéaire qui vaut la distance de x0 à M. Et je viens de vous dire que puisque x0 n'appartient pas à M bar, la distance elle est strictement positive. Et phi de x s'annule sur l'ensemble M tout entier. C'est exactement ce que nous allons utiliser. Et ça,
c'est une conséquence, comme vous avez vu dans la solution de l'exercice 3, c'est une conséquence du théorème de Ham-Banach. Donc, j'ai montré une inclusion dans ce sens. Maintenant, je démontre l'inclusion réciproque. Alors, comment je fais? Je fais comme un raisonnement par l'absurde. Je suppose que A n'appartient pas à M bar. Donc, d'après l'exercice 3, je vous ai montré, il existe un psi appartenant au dual, psi, donc forme linéaire continue, qui est non nulle. J'ai rappelé pourquoi c'est non nul. Et elle s'annule sur tout le sous-espace vectoriel M. Alors, puisqu'elle est nulle sur tout M, donc c'est un élément de l'annulateur. Et puisque psi de A est différent de 0, ça veut dire que A n'appartient pas à ker de psi. Psi de A différent de 0, A n'appartient pas à ker de... Alors, si j'ai dit psi, vous m'excusez, je crois que ceci s'appelle phi et non pas psi, donc je m'excuse. Je répète, il existe phi appartenant au dual topologique, donc phi est non nul, est linéaire continu et vérifie ces propriétés-là. Donc, puisque on associe donc A n'appartient pas à ker de phi, et puisque phi s'annule sur tout l'ensemble M, donc phi est un élément de l'annulateur. Donc, par conséquent, A n'appartient pas à l'intersection des kers de F lorsque F parcourt l'annulateur. Parce que parmi ces F, il y a le psi, et A n'y est pas. Voilà. Ainsi, donc, j'ai démontré A n'appartient pas à M bar implique A n'appartient pas à cette intersection. La contraposée sera aussi juste, c'est de la logique. Donc, si A appartient à l'intersection, cette intersection, A appartient à M bar, et donc nous avons montré l'inclusion réciproque qui nous manque, et en conclusion, on a l'égalité. Voilà. Alors, ceci va servir pour répondre à la troisième question. Regardons, quelle est cette troisième question? On déduire que M est dense dans X si et seulement si son annulateur est nul. Quand j'ai dit nul, ça veut dire c'est la forme linéaire nulle. Nous voulons montrer que si M est dense dans X, alors l'annulateur de M est réduit à la forme linéaire nulle, l'élément nul du dual de X. Alors, supposons que M est dense dans X, ce qui veut dire l'adhérence de M égale à X. Alors, ceci est équivalent à X est égal à l'intersection de ces noyaux lorsque F décrit l'annulateur de M, puisque nous avons montré que l'adhérence de M est égale à l'inter de ker de F, lorsque F appartient à M, à l'annulateur de M. Nous l'avons démontré, je le rappelle. Voilà, je viens juste de le voir. Hein, donc, dans la question précédente. Bon, c'est équivalent, parce qu'on a démontré M bar est égal à cette intersection. Alors maintenant, si X est égal à cette intersection, alors ça veut dire qu'il est inclus dans chaque élément, chaque ensemble qui forme cette intersection. C'est-à-dire X inclus dans ker de F, quel que soit F, dans l'annulateur. Dire que X est inclus dans ker de F, or F part de X vers C. Donc ker de F est toujours inclus dans X. Si X est inclus dans ker de F, c'est-à-dire qu'il y a égalité. X égale ker de F. Ce qui veut dire que F est nul, puisque son noyau égale à l'ensemble ambiant tout entier, l'ensemble X. D'accord? Bon. Alors, réciproquement, si X est inclus dans ker de F, pour les mêmes raisons, parce que X est inclus dans ker de F, l'autre inclusion, ker de F est toujours inclus dans X, ça veut dire que X égale ker de F. Et donc, cette égalité, évidemment, est réduite à X égale à X. Donc, l'implication, on a bien équivalence avec ça, équivalent à ça. Alors, si on a cette proposition, cette propriété, ça veut dire que X est inclus dans ker de F, quel que soit F dans l'annulateur, et ça veut dire que F est nul. Tous les éléments de X vérifient F de X égale 0, puisqu'ils sont tous dans ker de F. Donc, ça veut dire que F égale 0 pour tout F dans l'annulateur. Ça veut dire tout simplement
Ça, quand je dis ça veut dire c'est équivalent, l'équivalence, que l'annulateur est réduit à la f égale 0, tout simplement. Et voilà, nous avons donc démontré cette troisième propriété. Alors maintenant, nous allons aborder l'exercice 5. Et dans cet exercice 5, nous allons définir un autre annulateur, mais cette fois-ci, nous allons prendre un ensemble n dans le dual de x. Tout à l'heure, nous avons pris m dans x et nous avons défini son annulateur qui est un ensemble dans x étoile. Ici, c'est l'inverse. N est un sous-ensemble, un sous-espace vectoriel de x' et son annulateur sera un sous-espace vectoriel, nous allons le démontrer. C'est déjà un sous-ensemble de x et nous voulons démontrer que c'est un sous-espace vectoriel fermé de x. Nous allons faire un raisonnement qui ressemble à celui de tout à l'heure, mais on va montrer que cet annulateur, que je note également avec ça, et d'ailleurs à partir de cette deuxième question, je vais le noter tout simplement avec l'orthogonale ici. Donc, nous allons montrer que cet ensemble, qui s'appelle donc l'annulateur de, est une intersection de noyaux de forme linéaire. Regardons la solution. Donc, alors, comme j'ai dit, je vais noter de ce n avec le petit rond et le petit rond à gauche, qui n'est pas très joli à voir, parce qu'il est très loin, comme vous voyez ici. Cette notation me paraissait un petit peu bizarre. Je l'ai vu dans cette notation. Alors, donc je note comme ça. Alors, par définition, c'est l'ensemble des x dans grand X qui vérifie g de x pour tout élément g du noyau, de n, pardon, de n. Rappelez-vous, n est un sous-espace vectoriel du dual. Donc ça, ce sont des formes linéaires, j'ai des formes linéaires sur x. Continue. Alors cette définition veut dire tout simplement que x est dans cet ensemble, si et seulement si, il est dans le noyau de chaque g dans n. Et par conséquent, cet annulateur, c'est l'intersection des éléments x qui sont dans chaque élément g de n. C'est-à-dire l'intersection de ker de g, g appartenant à n. G est un élément de n, qui est lui-même, n est un sous-ensemble du dual. Donc ça, ce sont des formes linéaires, ces g, ce sont des formes linéaires continues. La linéarité permet de nous dire que ker de g est un sous-espace vectoriel, et la continuité permet de dire que ker de g est un fermé. Ainsi, ker de g est un fermé, c'est un sous-espace vectoriel fermé pour tout petit g dans grand N. Et l'intersection de sous-espaces vectoriels fermés est aussi un sous-espace vectoriel fermé, quelle que soit l'intersection, puisque vous savez en topologie, intersection de fermé est toujours un fermé, quelle que soit cette intersection, qu'elle soit finie dans mon bras ou non infinie, etc. Voilà. Même chose pour les sous-espaces vectoriels. Par suite, cet ensemble, comme intersection de sous-espaces vectoriels fermés, est aussi un sous-espace vectoriel fermé de x, et nous avons répondu à la question numéro 1. Alors, la deuxième question nous demande de montrer que... Alors, il y a deux sortes d'annulateurs. Le premier que je note avec le petit rond en puissance et l'autre annulateur que je note avec le signe orthogonal en indice. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous prenez un m dans grand X, son annulateur est dans x'. Donc, ce m rond, cet annulateur, va jouer le rôle de n. Donc, je peux définir son annulateur que j'ai noté ici, mais là, je note l'orthogonal. Alors, l'annulateur de m sera m bar. Sera démontré maintenant. Allons-y. Alors, pour cela, on doit se rappeler de ces relations. Celle-ci, on vient de la voir. Et celle-ci, nous l'avons vue dans l'exercice 1. Je vais vous rappeler ça. Voici cette relation. Qui était la question, il me semble, c'est la question numéro 2.
Oui. Question numéro 2. Bon, l'exercice 1. L'exercice 4, je m'excuse, parce qu'aujourd'hui, on commence par l'exercice 4 et après l'exercice 5. Donc, nous avons déjà vu cette relation. Alors, ces deux relations mentionnées ici, celle-ci, je répète, on vient juste de la voir dans la question numéro 1 de l'exercice 5, et celle-ci, on l'a vue dans la question numéro 2 de l'exercice 1. Bon, alors imaginez, donc cette relation, elle est toujours vraie. Alors maintenant, imaginez un instant que l'on mette à la place de n l'annulateur m avec ce rang en puissance. Vous le mettez là. Qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez ça. Et ça, c'est m bar. Donc, par conséquent, m bar est égal à ça. C'est juste une constatation de deux formules déjà faites. Aucun calcul à faire, juste une constatation. Ça, c'est la définition, constatation. Donc, là, ici, on l'a constaté par la définition. Après, on l'a interprété pour montrer que n l'annulateur de n est un sous-espace vectoriel fermé. Donc, ces deux propriétés nous donnent automatiquement ceci. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième question. Il nous reste une troisième question. Alors cette fois-ci, on va faire entrer en scène un autre espace vectoriel M. Et on va supposer que T est un opérateur linéaire entre X et Y, opérateur linéaire continu. Nous savons qu'il existe un opérateur que j'ai appelé dual de T, T', de Y' vers X'. Si vous voulez beaucoup plus de renseignements sur ce sujet, regardez la vidéo opérateur linéaire borné sur les espaces de Banach, sur les espaces vectoriels normés que j'ai émise ou postée il y a plusieurs mois même. Hein. Donc on parle de cet opérateur. Alors, on va rappeler ce que c'est cet opérateur. Alors, cet opérateur, c'est... Non, je m'excuse, je suis allé un peu trop vite. Alors, cet opérateur, c'est... Donc, quand vous avez T, un opérateur linéaire continu entre X et Y, on définit T'. Alors, regardez qu'il va dans le sens contraire, de Y' vers X', qui a une forme linéaire G sur Y associée G en T, qui est manifestement une forme linéaire. Parce que composition de T qui va de X vers Y, ensuite de G qui va de Y vers C. Donc, la composée, c'est une forme linéaire. La linéarité, évidente, et la continuité, évidente, puisque c'est des composés de forme d'application linéaire continue. Donc voilà l'opérateur T'. Alors que nous dit la question? De démontrer ces relations. Alors maintenant, si vous revenez en arrière, on a vu dans des exercices d'analyse fonctionnelle, dans le cas des espaces de Hilbert, ces propriétés avec... Alors, je répète déjà que N, ça veut dire noyau de T', noyau. Hein, et R, ça veut dire l'image de T. L'image de T. Ça, c'est pour votre connaissance. Nous avons vu que dans les espaces de Hilbert, si on part de T, un opérateur entre deux espaces de Hilbert, oui, et disons, peut-être que je l'ai fait dans T appartenant de X vers X, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais nous avons vu que à la place de dual, on met l'adjoint. Le noyau de l'adjoint, c'est l'orthogonale de l'image de T. Le noyau de l'adjoint égale l'orthogonale de l'image de T. Et le noyau de T, c'est l'image, l'orthogonale de l'image de l'adjoint, T étoile, avec T étoile, ces relations. On va revenir là-dessus dans une séance prochaine pour ces relations, pour les redémontrer dans le cadre d'un exercice, évidemment, sur les opérateurs. Alors ici, cette notion, c'est pourquoi je vous ai dit au début que cette notion d'annulateur, c'est comme une orthogonale. C'est pourquoi dans la notation, il y a certains auteurs qui notent
même M avec ce petit rho, il le note M orthogonal en haut. Et l'annulateur pour cette notation, c'est N avec orthogonal en bas. Moi, je n'ai pas voulu mettre N avec l'orthogonal, M orthogonal pour ne pas confondre. Orthogonalité au sens des espaces Hilbert, c'est autre chose, et ici, c'est une autre façon. Voilà. Alors, nous allons démontrer ces relations. Commençons par la première. On est dans la question 3. Donc, nous voulons démontrer cette relation. Je prends un élément dans le noyau de T'. Alors, vous voyez, T', c'est quoi? C'est ça. G associé G en T. Donc, ça, dans le noyau de T', ça veut dire T' de G égale 0. Ça veut dire, alors puisque T' de G, c'est G en T égale 0. Ça veut dire, quand je dis ça veut dire, c'est équivalent. Ça veut dire la même chose. Bon, alors G en T égale 0. C'est équivalent à dire que G en T de X égale 0, quel que soit X dans X. C'est-à-dire que G de n'importe quelle image par T est nul. Ce qui veut dire G de Y égale 0, quel que soit Y, une image. Et ça, c'est la définition de l'annulateur de R de T. Dans Y, R de T est un sous-ensemble de grand Y. Donc, comme on a défini l'annulateur de M, grand M dans X, ici, c'est la même définition, mais avec dans l'espace grand Y. Et cet ensemble, c'est un sous-espace vectoriel fermé de quoi? De Y'. Alors, quand on a cette équivalence, évidemment, on peut dire qu'on a l'égalité. Alors maintenant, nous voulons démontrer la deuxième relation. Alors, cette deuxième relation, on a besoin d'un résultat. Ce résultat, c'est un corollaire du théorème de Banach. C'est pourquoi dans ces exercices, depuis l'exercice 3 et ainsi de suite, ce sont des applications du théorème de Banach. Alors, je vais vous rappeler quel est ce résultat. Ce résultat se résume en, si vous avez E un espace vectoriel normé, E' sépare les points. Je parle d'un espace vectoriel normé non trivial, non réduit à 0. Je vais rappeler ce résultat. Alors, la dernière fois, quand j'ai donné la solution de l'exercice 3, nous avons rappelé ce théorème principal, qui est un corollaire principal du théorème de Banach, que nous avons utilisé pour faire l'exercice 3. Maintenant, je vous donne ce corollaire qui se trouve, ces deux corollaires se trouvent dans le cours que j'ai donné sur, dans la vidéo numéro 2 sur cette chaîne, qui parle du théorème de Banach. Probablement, on va revenir sur ce cours, on va faire une révision là-dessus, avec tous les corollaires possibles du théorème de Banach. Et on pourra ajouter même ces exercices-là. Alors, ce corollaire numéro 3 que nous allons utiliser maintenant, alors, veut dire, si vous voulez, son titre, c'est E' sépare les points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez deux points dans E, qui sont distincts, alors on peut les séparer par une forme linéaire, au moins une. Il existe G dans E', tel que G de X est différent de G de Y. Ou si vous voulez, en utilisant la contraposée, si on ne peut pas les séparer, ça veut dire qu'ils sont égaux. G de X égale G de Y, quel que soit G appartenant à prime, implique X égale 0, X égale Y. Ou si vous voulez, grâce à la linéarité, on peut simplement prendre juste X. G de X égale 0, c'est-à-dire quoi? G de 0. Alors implique X égale 0. Voilà la forme avec laquelle on utilise ce résultat souvent. Si un point est annulable par toutes les formes linéaires, alors il est nul. Et ici, nous avons même une équivalence, parce que si X égale 0, vous savez son image est nulle par n'importe quelle forme linéaire. Donc là, en fait, on a équivalence. Mais ce qui est important, c'est implication. L'autre, bien sûr, elle est triviale. Rappelez-vous donc, dans un espace vectoriel normé, si un point est annulable par toutes les formes linéaires sur cet espace vectoriel normé, alors ce point est nul. Et maintenant, nous allons revenir à notre question, la solution de
Bon, c'est la deuxième partie de la question 3. Je veux démontrer que n de t, le noyau de t qui est un opérateur qui va de x vers y, égale l'annulateur de l'image de t'. D'accord? Bon, alors je pars d'un point x appartenant à n de t. N de t, c'est le noyau de t, c'est un sous-ensemble de grand x. Alors ça veut dire, c'est équivalent, tx égale 0, c'est la définition même. Dire que t de x égale 0, alors déjà, ça implique que g de tx égale 0, quel que soit g. Cette implication, elle est évidente. Si un élément est nul, les images par n'importe quelle forme linéaire, t de x appartient à y. N'importe quelle forme linéaire de y, en forme linéaire, alors elle est nulle pour ce point qui est nul. La réciproque, c'est là où on utilise le théorème, le fameux corollaire que je viens de vous montrer. Alors, disons que ce g de x, c'est un petit a. Là, ça veut dire g de a égale 0 pour toute forme linéaire, y'. Ce que nous venons de voir à l'instant se rappelle, du coup, si g de a égale 0 pour toute forme linéaire, alors a est nul. Ce a, il est dans y. Donc là, c'est pourquoi j'ai indiqué cette équivalence grâce à cette notion de y', c'est par les points. Théorème d'Ambanach. Corollaire théorème d'Ambanach. Et d'ailleurs, c'est juste l'implication réciproque que nous utilisons. Mais l'implication directe, elle est évidente. Bon, arrivé là, g rond t, c'est quoi? C'est une forme linéaire sur x. C'est un élément de x'. Si on associe e égale 0, quel que soit g appartenant à y', et g rond t, c'est quoi? C'est l'image. L'image d'un élément g de y'. Donc, je peux dire que g rond t, je l'appelle psi, ou psi, quand g parcourt y', que fait psi? Psi, elle va, quand g parcourt y', psi appartient à rt'. Ça, c'est une image. Parcours, donc, g rond t parcourt r de t'. Pourquoi j'appelle g rond t? Je l'appelle tout simplement psi, et c'est un élément de r de t'. Donc, on a psi de x égale 0, quel que soit psi appartenant à r de t'. Mais c'est ça, c'est la définition de l'annulateur de ce sous-ensemble. Il est où? Vous l'appelez n. Il est dans y, il est dans x', inclus dans x'. Et nous avons montré, défini que l'annulateur de n, c'est psi est dans l'annulateur, x est dans l'annulateur de n si psi de x égale 0, quel que soit psi appartenant à n. Donc ça, c'est équivalent à ça, grâce à la définition. Donc, cela nous permet de dire que, puisqu'un ensemble appartenant à n de t, x appartenant à n de t équivaut à x appartenant à r de t', annulateur de r de t', donc on a cette égalité. Alors, nous venons de terminer ces deux exercices très importants, qui sont des applications du théorème d'Ambanach. Et puisqu'on a parlé de ce fameux opérateur dual, alors je pense vous proposer deux exercices. Alors, on peut les mettre dans un seul exercice. Si T est un isomorphisme, alors T' est un isomorphisme. Et la question que je pose, si X et Y sont isomorphes, et si l'un des deux est réflexif, qu'en est-il pour le deuxième? Voilà, donc cette question que je pose. Et d'abord, il faudra faire l'exercice T appartenant à L de XY, isomorphisme, alors T' qui appartient à L de Y', X', est un isomorphisme. Alors ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.